Bonjour, je voudrais vous présenter mes excuses parce que j'aurais vraiment aimé être parmi vous aujourd'hui. Euh, D'abord pour dire combien j'ai apprécié le travail de Thibaut Isabelle sur Proudhon, puisque je l'ai sollicité pour un livre et que ce livre va paraître aux éditions Autrement. J'estime que Thibaut Isabelle est une voix importante, que c'est quelqu'un qui travaille, c'est pas le cas de tout le monde dans le paysage intellectuel français, qui travaille, qui lit, qui écrit, qui a une production extrêmement importante, mais qu'on connaît assez peu ou qu'on connaît assez mal. Et je suis très heureux et très fier de pouvoir publier son ouvrage bientôt aux éditions Autrement. Je voudrais aussi rendre hommage à Alain de Benoist, parce que depuis des années, il est sali, vilipendé pour un passé qui a été le sien, et qu'il ne renie pas, mais qui n'est plus le sien, qui n'est plus son actualité du moins. Et j'estime que nombre de gens qui viennent d'une gauche pas très honorable, une gauche qui a du sang sur les mains, une gauche stalinienne, une gauche trotskiste, une gauche maoïste, eux sont dispensés de devoir rendre des comptes sur leur passé, même s'ils sont devenus autre chose, et c'est tant mieux. On n'a jamais reproché à Jean-Christophe Cambadélis d'être resté le trotskiste qu'il a été, ou on ne reproche pas non plus à Philippe Solers d'avoir été maoïste, ou à Bernard-Henri Lévy d'avoir été maoïste, et ces gens-là ont cautionné un nombre considérable de morts, 100 millions de morts pour le XXe siècle. Ce n'est pas le cas d'Alain de Benoist, qui est juste coupable d'avoir défendu l'Algérie française en son temps, et n'a pas fait 100 millions de morts. Je ne veux pas faire des concours de massacres, mais j'estime simplement qu'on doit pouvoir juger Alain de Benoist sur son travail, sur son œuvre, qui est vaste, qui est importante, sur ses livres, qui sont importants aussi. Et je souhaitais, en étant présent, je souhaitais dire que, indépendamment des commentaires que les médias dominants feront, je voulais être là pour dire qu'on pouvait débattre avec des gens intelligents, des gens cultivés, des gens avec lesquels on peut avoir des renvois de balles, comme on pourrait dire au tennis, parce qu'effectivement, on peut parler ensemble de Carl Schmitt, on peut parler ensemble d'Oswald Spengler, on peut parler ensemble de Toynbee, on peut parler ensemble d'un nombre considérable d'auteurs qu'Alain de Benoist et Thibaut Isabelle ont lu, que d'autres parmi vous ont probablement lu aussi, alors que d'autres n'auront pas lu et se seront contentés d'avoir lu éventuellement juste le titre. Le déclin de l'Occident, ça suffit par exemple pour avoir un avis sur Oswald Spengler. Donc je voulais par ma présence affirmer qu'il faut du débat, qu'il faut de l'échange, et que quand il y a du débat et de l'échange avec des gens cultivés et intelligents, c'est un véritable bonheur. Il se fait que je ne peux pas être avec vous parce que je suis affligé d'un lumbago, d'un mauvais lumbago qui, le jour du débat d'entre les deux tours, mais c'est sans relation, c'était dans l'après-midi, m'a cloué au lit et m'a collé au lit pendant 7 ou 8 jours. Je n'ai pas pu bouger de ce lit et j'ai été soigné à la cortisone et à la morphine. Ça n'a pas été extraordinaire. Enfin bon, il se fait que je subis maintenant les effets d'une accoutumance, puis d'un sevrage à la morphine, avec palpitations, avec risque de perte de connaissance, qui m'est arrivé déjà, enfin deux ou trois petites choses qui font que mon médecin m'a interdit de me déplacer, et voilà pour quelle raison je ne suis pas avec vous. Je le regrette bien, justement, parce que j'aurais souhaité que nous puissions et parler de Proudhon et débattre ensemble. Alors, je voudrais vous dire 2 mots sur mon rapport à Proudhon, parce que je trouve très bien qu'on puisse enfin en parler à nouveau et autrement que comme on en parle habituellement. On peut toujours dire qu'il y a eu un cercle valois qui a permis à des proudhoniens de se trouver embringués du côté de l'Action française et finalement du côté du pétinisme. C'est bien la preuve que Proudhon est un personnage toxique et dangereux. Il y a de l'antisémitisme chez Proudhon, c'est vrai. Quelles occurrences? On retrouve ça dans des carnets qui n'étaient pas destinés à la publication, d'une part. Ça n'a pas été théorisé dans une œuvre qu'il aurait publiée, d'autre part. Ça ne veut pas dire que la chose est défendable, mais ça veut juste dire effectivement que dans des carnets où on prend des notes, effectivement, on peut avoir 2 ou 3 phrases qui sont des phrases antisémites et qu'il faut remettre dans la configuration du XIXe siècle. Marx, qui était juif, était antisémite, le socialisme tout entier du 19e est antisémite parce que le juif c'est l'argent et c'est évidemment une bêtise, mais c'est une bêtise qu'il ne faut pas regarder avec la solution finale dans le viseur. C'est-à-dire effectivement si on pense que
cet antisémitisme du 19e est en relation avec Auschwitz ou qu'il l'a rendu possible. Alors effectivement, on a des difficultés à penser sereinement cette chose. Donc il faut le penser dans son temps. Il n'est pas défendable, il est explicable dans cette configuration. Mais cette façon d'extraire 2 ou 3 phrases de Proudhon de ses carnets pour se dispenser d'avoir à le penser parce qu'il serait un penseur antisémite et donc il suffirait de le laisser de côté, c'est évidemment une première erreur. Il y a une deuxième erreur qui consiste aussi à aller voir chez lui le misogyne et le phallocrate qu'il a été véritablement, et que pour le coup il a théorisé dans des ouvrages que pour le coup il a publié aussi. Et de fait, c'est pas plus défendable, mais exactement de la même manière, qu'il faut éviter de regarder l'antisémitisme du 19e à partir de la libération des camps et de la Shoah, à partir du nazisme. Il faut éviter de regarder la pensée de Proudhon sur les femmes à partir de Simone de Beauvoir et du deuxième sexe, en rendant Proudhon responsable de ne pas avoir lu, en faisant de Proudhon quelqu'un qui serait responsable et coupable de ne pas avoir lu le deuxième sexe. Évidemment, c'est une deuxième erreur. Il y a une troisième erreur aussi une troisième raison qui fait qu'effectivement on ne lit pas Proudhon, c'est qu'il ferait partie des socialistes qu'on dit utopiques. Et ça suppose c'est plus intéressant, je dirais, ça suppose qu'il y ait finalement une espèce d'imprégnation marxiste. Il y a effectivement un logiciel marxiste qui fait qu'on ne pense pas Proudhon autrement que comme Marx l'a pensé. Et c'est pour beaucoup de choses. C'est-à-dire ce logiciel marxiste fait qu'on ne sait pas penser la Révolution française autrement qu'en regard de ce logiciel marxiste, soit en souscrivant à la lecture marxiste, ce qui est une erreur, soit en ne souscrivant pas à la lecture marxiste parce qu'elle est marxiste, mais ce qui est une façon de retourner un gant, de conserver complètement le gant. Il faut pouvoir penser la Révolution française dans la configuration de la Révolution française et penser Proudhon dans une configuration proudhonienne qui ne serait pas une configuration marxiste, néo-marxiste, et qui nous permettrait de voir Proudhon uniquement à partir de Misère de la philosophie. Ce fameux texte que, comme vous le savez, que Marx a écrit pour répondre en ricanant au livre de Proudhon qui s'appelle Philosophie de la misère et que pour le coup personne n'aura lu. Moi j'ai eu à la fac un prof qui s'appelait Guy Besse, et qui est à la fac de Caen et qui faisait partie du Parti communiste, du bureau central du Parti communiste français, et qui, dans la valeur de philosophie sociale que je suivais, nous avait fait un cours sur Marx et Proudhon, qui a été effectivement une descente en flèche de Proudhon et un éloge absolu de Marx pour nous expliquer que la vérité était du côté de Marx. Je pense que ce qui est intéressant de montrer, c'est que finalement il y a une pensée française et une pensée allemande, et que ce n'est pas évidemment la même chose. La pensée allemande, elle suppose que nous allions voir du côté de chez Kant, du côté de chez Hegel, du côté de Schelling, Fichte, etc., en fait du côté de l'idéalisme allemand, et Marx est complètement dans cette logique-là. C'est un idéaliste, Marx, c'est pas du tout un matérialiste, c'est quelqu'un qui pense le matérialisme comme un idéaliste, mais pas comme un matérialiste, c'est-à-dire que il est resté hegelien. Il n'y a pas un moment de rupture épistémologique pour parler le langage d'Althusser en disant qu'il y a un Marx humaniste et puis après il y aura un autre Marx, il y aurait le Marx des manuscrits de 44, puis il y aurait le Marx du Capital et que ce ne serait pas du tout le même et que si, c'est resté le même. C'est un homme qui n'a cessé d'être hegelien et qui n'a cessé d'être hegelien sur le terrain de la dialectique. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu effectivement un problème avec Hegel, entre Marx et Proudhon. Marx a fait savoir que Proudhon, finalement, une espèce de bouseux, de pécore, de paysan qui n'était pas comme lui, personnage des villes, et qu'il était incapable de comprendre la dialectique hegelienne, et qu'il avait essayé de lui expliquer que finalement Proudhon n'avait pas compris. Proudhon avait très bien compris, simplement il n'adhérait pas à cette vision idéaliste du monde qui a été celle de Marx. Marx pensait effectivement la négativité comme quelque chose de majeur, c'est-à-dire que c'est le second temps de la dialectique, comme vous le savez, qui rend possible un troisième temps qui lui sera le temps de la synthèse et la possibilité donc d'envisager la praxis. Et cette négativité, elle suppose qu'on puisse justifier, par exemple, la violence. Et c'est un moment majeur dans la pensée de Marx. Ça a été théorisé par Engels aussi, mais la violence est l'accoucheuse de l'histoire. Et parce qu'il y aura un moment de négativité, il y aura un moment de positivité. C'est-à-dire parce qu'il y aura une guillotine, et 1793, il y aura la possibilité d'une république. Et d'une certaine manière, un petit peu plus tard, parce qu'il y aura le goulag, il y aura une société véritablement formidable et merveilleuse. C'est de toute façon le schéma de la parousie judéo-chrétienne. Un jour, tout sera réalisé. Et les manuscrits de 1844 ne sont pas en ce sens en contradiction avec le Capital. Le Capital analyse le mécanisme
du capitalisme, mais n'est pas en contradiction avec les fantasmes idéalistes et hegéliens des manuscrits de 1844. Et Marx a fait savoir, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, qu'il était un scientifique et que son socialisme était scientifique. Et que, en tant qu'il était dialectique, en tant qu'il était scientifique, eh bien, il progressait comme une autre science dure. Et que, immanquablement, la révolution aurait lieu du simple fait que la paupérisation la rendrait possible. Donc, la paupérisation, c'est le mouvement du capital, enfin, c'est ce qui est produit nécessairement par le capital, des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Et cette paupérisation ne pourrait pas ne pas générer la révolution, qui ne pourrait pas ne pas advenir du simple fait que la dialectique casse des briques, c'est-à-dire qu'elle fait la loi. On a vu que ça pouvait ne pas fonctionner comme ça, et que cette fameuse scientificité marxiste était une hypothèse, que c'était une hypothèse de travail, et que ça s'est trouvé être finalement une utopie. Sur ce sujet de la dialectique, Proudhon ne souscrit pas, même si un temps il est fasciné avec le système des contradictions économiques, il pense que peut-être ça peut être un instrument, que ça peut être une machine, mais finalement, il est français, il reste français, Proudhon, et il n'est pas séduit par ce dispositif hegelien. Je me souviens de Victor Cousin, qui est l'un des premiers à avoir introduit Hegel en France, et qui avait dit qu'un jour on lui avait apporté un très grand plat avec beaucoup de légumes bouillis, et qu'au-dessus des légumes bouillis, il y avait une toute petite tranche de viande, et que finalement ça lui semblait être la philosophie de l'idéalisme allemand, c'est-à-dire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Au bout du compte, une petite tranche de viande. Et de fait, quand on a supprimé tous les grands mots du vocabulaire hegelien, on a tout à fait une pensée tout à fait classique et banale. C'est Bossuet, c'est la théorie de la providence. Quand on lit La raison dans l'histoire, par exemple, on voit bien que si l'idée doit s'incarner dans l'histoire, l'idée c'est la raison c'est le concept, mais la raison, le concept et l'idée c'est Dieu. Donc Hegel ne fait jamais que de dire des vieilles choses luthériennes, avec le vocabulaire de la philosophie du moment, un vocabulaire hérité de Kant, qui sera le vocabulaire spécifique de l'idéalisme allemand. C'est-à-dire que si vraiment il y a un socialiste utopique, c'est Marx. C'est pas Proudhon, et c'est un socialiste utopique parce que justement il ne pense pas le monde, mais il pense les idées qui permettent de dire le monde. Il ne pense pas le réel et la réalité, mais il pense à partir des concepts. Il pense à partir du vieux schéma chrétien, le Messie, la parousie, l'Apocalypse, le millénarisme, enfin on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit bien qu'il y a un projet de société avec cette idée que nous allons de toute façon de manière fatale du côté de ce que Marx annonce, il s'agit de la révolution, et que la violence sera l'accoucheuse de ce projet providentiel. Je n'aime pas Marx pour toutes ces raisons-là. D'abord pour l'esprit fumeux, pour l'esprit idéaliste, pour l'esprit hegelien, pour le schéma de la parousie marxiste, pour cet idéal présenté comme une vérité, pour cette idée qu'il y aurait une place pour la négativité, qu'on pourrait justifier de couper des têtes, qu'on pourrait justifier la guillotine, qu'on pourrait justifier le goulag, les polices politiques, les polices militaires, les rafles, les camps et toutes ces choses-là, sous prétexte qu'un jour, on réaliserait le bonheur de l'humanité et le salut du prolétaire, avec un P majuscule. Il y a chez Proudhon quelque chose de beaucoup plus modeste, donc de beaucoup plus vrai, parce qu'il pense le réel, et c'est ce qui peut expliquer que, c'est collé à sa collection chez Marcel Rivière, mais je veux dire, il y a une œuvre extrêmement importante, abondante, et dont on dit qu'elle est parfois contradictoire. Moi, j'estime qu'elle est véritablement dialectique et pas forcément contradictoire, et qu'elle épouse des moments particuliers parce que c'est une pensée pragmatique. Et s'il y a une façon allemande de faire de la philosophie, c'est bien la façon idéaliste. On est dans l'idéal et peu importe le réel. Et le réel doit se plier à l'idéal. Il y a chez Proudhon une grande tradition française qui est celle du pragmatisme. C'est devenu par la suite une philosophie américaine, anglo-saxonne, hélas, mais à l'origine, chez les matérialistes français du XVIIIe, je songe à Helvétius par exemple, eh bien nous avons une véritable pensée utilitariste et pragmatique. Il faut se défaire de cette idée que ces deux concepts pourraient être pensés uniquement à partir de ce que les anglo-saxons en ont fait, et repartir à la base et voir comment, au XVIIIe siècle, ce sont des pensées qui prennent en considération le réel, la réalité. Pas l'idée qui permet de dire le réel, mais la réalité. Il y a ça chez Proudhon. Un vrai souci du réel, un vrai souci de la réalité, et un vrai souci de penser ce qui a lieu et ce qui peut advenir. L'aspect pragmatique de Proudhon est effectivement ce qui me plaît dans un premier temps. Dans un deuxième temps,
C'est quelqu'un qui ne laisse pas de place à la négativité en disant qu'on devrait pouvoir tuer, couper des têtes, massacrer, faire couler le sang et qu'il y aurait quelque chose comme un avènement de la positivité dans le fait qu'on ferait couler du sang. C'est-à-dire que ça n'est pas un robespierriste, ça n'est pas un jacobin, ça n'est pas un centralisateur. Et c'est quelqu'un qui a pensé la Révolution française dans cette configuration-là. C'est un personnage qui n'aime pas Robespierre, et je suis de ceux-là, et ce n'est pas le cas de tout le monde à gauche. Et cette façon de ne pas aimer Robespierre n'est pas simplement une affaire de personne, mais une affaire de conception des choses. Doit-on penser le pouvoir comme l'occasion d'imposer une volonté générale sous prétexte que, de manière néo-rousseauiste, elle exprimerait la vertu, elle exprimerait la souveraineté populaire, auquel cas nous devrions pouvoir utiliser la violence parce que de toute façon il s'agit de forcer à être libre, comme il est dit dans le contrat social, ou est-ce qu'on ne doit pas penser plutôt les choses autrement, c'est-à-dire moins dans une perspective égalitariste, faire de telle sorte que ça devienne une religion chez Robespierre et les siens, mais dans une perspective libertaire, c'est-à-dire plus soucieuse de liberté et de fraternité, en sachant très bien que si la liberté existe, elle rend possible une fraternité qui est susceptible de générer une égalité. Mais pas une égalité d'égalitariste qui supposerait que tout le monde soit à la même hauteur et qu'on décapite les grands et qu'on décapite aussi les petits qui seraient coupables de ne pas être moyens, mais juste qu'on puisse penser le réel et se dire que peut-on faire dans cette réalité qui échapperait à une configuration jacobine qui n'est jamais que le retour du religieux, le retour du sacré ou le retour de la théocratie. Il y a chez Proudhon une façon vraiment laïque, on dira, de penser le pouvoir politique. C'est la façon anarchiste, c'est la façon libertaire, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à la théocratie. On ne croit pas à cette idée qu'il descendrait du ciel des idées quelque chose qui serait comme un dieu ou comme une divinité et qui pourrait dire « je suis », comme Robespierre le disait, « je suis la vertu, je suis l'expression de la volonté générale, je suis moi-même la souveraineté, je suis moi-même le peuple ». Le peuple n'a pas à être représenté. Le peuple n'est pas une idée. Le peuple n'est pas celui au nom duquel il faut parler. Le peuple, c'est celui qui doit parler. C'est celui qui doit faire ce qui doit être fait. C'est-à-dire, c'est celui qui doit être citoyen. C'est celui qui doit s'occuper de la cité en disant « je m'occupe des choses qui me regardent ». Et il y a ça chez Proudhon, et voilà pourquoi il m'intéresse, c'est-à-dire, au sens étymologique, une autogestion. Une capacité chez lui à croire qu'effectivement, si on éduque, c'est la fameuse démopédie, et ça m'intéresse aussi, évidemment, l'éducation populaire, et vous savez pourquoi, avec l'université populaire, mais si on éduque le peuple, alors on peut rendre possible une autogestion, parce qu'il y a d'une certaine manière un génie du peuple, du simple fait qu'il est au contact du réel. Il n'est pas séparé du monde par les idées, comme chez Marx, mais il est au contact du réel directement, avec ses mains. C'est un paysan, c'est un ouvrier, c'est un artisan, le peuple. Certes, il y a des intellectuels, certes, il y a des peintres, Courbet, son ami et quelques autres, certes, il y a des écrivains comme lui, mais il y a aussi des gens qui travaillent de leurs mains et qui ont l'intelligence du monde simplement parce qu'ils sont dans un rapport direct au monde. Et ce rapport direct au monde m'intéresse. Un rapport qui n'est pas médiatisé par les idées, ça m'intéresse. Et c'est chez Proudhon, ça se trouve chez Proudhon. Voilà pourquoi il est intéressant. Il n'est pas idéaliste, il n'est pas hegelien, il ne défend pas la violence, il ne défend pas la conception centralisatrice du pouvoir, la conception théocratique du pouvoir, la conception étatiste en tant que l'État est l'instrument de la théocratie, et c'est ce qui fait qu'il m'intéresse. Alors il m'intéresse aussi parce que sa lecture est totalement immanente, et qu'il s'agit pour lui de dire là où sont les gens se trouve le pouvoir, et le pouvoir doit se penser en relation avec les gens qui sont concernés par le pouvoir. Il n'y a pas des gens qui s'occuperaient du pouvoir sur les autres, mais il devrait y avoir des gens qui s'occuperaient d'un pouvoir qui serait l'organisation. L'autorité, ce n'est pas l'autorité de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. L'autorité, c'est la possibilité pour le groupe de dégager une règle du jeu qui rendra possible l'autogestion. Il y a un malentendu aussi chez Proudhon sur cette question de la propriété. C'est-à-dire que quand, à 17 ans, je suis tombé sur qu'est-ce que la propriété, je me souviens très bien de la petite édition Garnier-Flammarion avec la belle peinture de Courbet. J'ai d'ailleurs le projet d'écrire un jour un petit livre sur cette peinture pour raconter Proudhon. Et j'avais lu effectivement ce livre, j'avais 17 ans, c'est pas facile forcément à lire quand on a 17 ans, il y avait cette belle idée, c'était un tweet avant l'heure, la propriété c'est le vol. Et donc, évidemment, on s'emballe quand on a 17 ans pour une formule comme celle-ci, même si après, il faut rentrer dans cette idée qu'il est en train d'expliquer que c'est la théorie de l'aubaine, et que l'aubaine, c'est ce qui permet à un patron, éventuellement, ne payant pas la force de travail, de spolier les ouvriers, de sorte que, quand il y a propriété, il y a vol, parce qu'il y a spoliation de la force du travail qui n'aura pas été payée
parce que 200 personnes, je ne sais plus le chiffre que donne Proudhon, mais enfin 200 personnes qui travaillent pendant 1 heure à l'érection de l'obélisque sur la place de la Concorde obtiendront un effet que n'obtiendra pas quelqu'un qui travaillera tout seul pendant 200 heures. Et donc toute cette théorie de l'aubaine chez Proudhon qui dit qu'effectivement quand il y a une propriété constituée sur la confiscation de l'aubaine, il y a vol, c'était trop subtil, aussi bien pour moi à l'époque que pour beaucoup d'autres aujourd'hui qui en sont restés à cette formule qui a valu beaucoup pour la réputation de Proudhon et la mauvaise réputation parce que c'est beaucoup plus subtil comme toujours et on n'a pas bien compris ce qu'il disait quand il faisait l'anatomie de cette propriété, de la constitution de la propriété. Et puis on a imaginé qu'il avait attaqué l'État sur le début de sa vie, puis qu'il avait défendu l'État sur la fin de son existence avec sa théorie de la propriété, et que ce n'était pas exactement la même chose. Or, c'est la même chose. Simplement, c'est l'État vu de deux manières différentes. Dans un premier temps, on peut imaginer que l'État, s'il est l'instrument du capital et du capitalisme, est effectivement une occasion d'exploiter les gens. Donc on ne peut pas défendre un État qui serait exploiteur ou qui garantirait la spoliation de la force de travail des ouvriers. Donc en ce sens, l'État peut être fustigé, peut être détruit, ou on peut appeler à la destruction de cet État en tant qu'il est un instrument qui abîme le travailleur, le prolétariat ou le peuple. Mais on peut aussi imaginer que, et c'est ce que pense Proudhon sur la fin, et je ne vois pas de contradiction avec le début, que la propriété, en tant qu'elle est la garantie de l'individualité, il y a des pages magnifiques chez Proudhon qui sont des pages de prescience sur cette idée que le communisme apporterait l'autorité. Finalement, il décrit presque l'Union soviétique un siècle avant l'heure, ou pas un siècle, mais enfin des décennies avant l'heure, parce qu'il a vu effectivement que la collectivisation des biens, que la disparition de la propriété, que la propriété collective des moyens de production n'irait pas sans une contrainte qui générerait une société qui deviendrait elle-même autoritaire. Donc la petite propriété est pour lui la garantie d'une liberté et qu'il faut évidemment maintenir. Et il y a quelque chose d'intéressant dans la théorie de la fin qui nous dit que l'État doit garantir la petite propriété parce qu'elle garantira de ce fait la liberté qui est le seul bien dont nous disposions véritablement. Si ensuite on imagine une fabrication libertaire de la société avec des associations, avec des mutualisations, avec des coopérations, avec des communalismes libertaires qui permettraient d'élire des représentants qui eux-mêmes éliraient des représentants, on peut imaginer que, pour le coup, l'État, en tant qu'il n'est plus exploiteur, garantit l'option libertaire. Il y aurait donc en ce sens un État libertaire. De la même manière qu'il y aurait un État libéral exploiteur, qu'il faudrait supprimer, ce que je crois, et on peut imaginer qu'il y aurait un État libertaire qui garantirait le mode d'organisation libertaire, qui pour le coup ne serait pas jacobin et robespierriste, mais serait girondin et communaliste. Quand des députés girondins nous disent que Paris, à l'époque, ne doit peser qu'un 83e de la représentation nationale, ils disent des choses essentielles auxquelles je souscris toujours aujourd'hui, alors qu'on voit bien que c'est très exactement l'inverse, que Paris c'est en gros 83% de la souveraineté, et puis que le reste c'est pour les provinces, et encore quand ça n'est pas plus, parce qu'effectivement ce schéma dont Tocqueville nous a dit qu'il était hérité de Philippe le Bel, et il avait bien raison en ce sens, et d'ailleurs j'ouvre une parenthèse pour dire que il y a une confiscation de Tocqueville par la droite dans une perspective de guerre froide. Il fallait trouver une espèce d'opposant à Marx. Et finalement, Tocqueville a fait l'affaire via des gens comme Raymond Aron. Et on a fait une lecture de droite de Tocqueville qui dit, lui, quand il est élu député, qu'il veut un siège à gauche dans l'hémicycle. Il y a entre Tocqueville et Proudhon nombre de passages qui seraient très intéressants de travailler. Parenthèse fermée, juste pour dire qu'effectivement, l'État centralisateur que commence Philippe le Bel, que continue Louis XIV, que poursuivent les différents monarques, et puis après on aura Napoléon, et puis on peut aller jusqu'à aujourd'hui avec De Gaulle, Mitterrand et quelques autres. Cet État-là, effectivement, il est d'un instrument de l'exploitation du peuple. On peut imaginer, et Proudhon le souhaitait, qu'un autre type d'État serait susceptible de rendre possible la garantie des libertés, la garantie libertaire, et qu'il faudrait une autre organisation de l'État. Ça aussi, c'est une idée qui me paraît extrêmement intéressante. Et puis, je voudrais aussi ajouter que les potentialités proudhoniennes n'ont pas été expérimentées. Il y a eu des moments, on sait que Proudhon n'était plus vivant au moment de la Commune, mais qu'une partie de la Commune a été proudhonienne, et je pense que quand on regarde comment a fonctionné la Commune de Paris, nombre d'idées de Proudhon se sont trouvées incarnées dans ces journées magnifiques de la Commune de Paris.
Et il me semble qu'on doit... Alors Marx, évidemment, n'a pas aimé la Commune de Paris, même si par la suite il écrira des choses pour se rattraper un peu, parce qu'il estimait qu'elle n'était pas marxiste, qu'elle n'avait pas compris qu'il fallait une espèce d'avant-garde éclairée, qu'il fallait un certain type de dictature du prolétariat, et qu'il fallait revendiquer clairement la violence pour imposer sa volonté. Il imposait la violence, c'était aussi le bourrage des urnes au moment des internationales, Marx. Mais il y a eu chez les proudhoniens et chez un certain nombre d'autres libertaires la démonstration qu'on pouvait organiser la révolution sans faire couler le sang, en organisant simplement des ateliers, en rendant possible des répartitions des richesses, des pouvoirs, en permettant à des femmes toutes seules, à des enfants perdus, abandonnés, ou à des travailleurs de s'organiser différemment dans le sens de la fraternité. On sait comment la Commune s'est terminée, dans le sang, avec les massacres, bien sûr, puis aussi avec les déportations, Louise Michel, entre autres. Et ça a été une première saignée qui a été faite dans l'esprit libertaire français, dans l'esprit proudhonien. Puis il y a eu d'autres saignées, il y a eu effectivement la domination marxiste, intellectuelle, puis après la domination marxiste à partir de la Révolution russe, destruction encore de ceux qui ont pu être proudhoniens, ou de ceux qui étaient anarchistes, voir ce que Kropotkin en dit, même si Kropotkin reste quand même un peu... reste communiste sur son terrain. Je préfère Volin et la Révolution inconnue, qui nous dit des choses extrêmement intéressantes sur le fonctionnement de la Révolution russe. Il nous explique comment, justement, le souci libertaire, et presque d'une certaine manière proudhonien, le souci des soviets, fait dire aux marins de Kronstadt qu'ils n'ont pas fait la Révolution pour une dictature du parti, mais ils ont fait la Révolution pour le soviet. Et la réponse, on la connaît, c'est l'armée rouge de Trotsky qui fusille les marins de Kronstadt. Donc là encore, la pensée libertaire s'est trouvée massacrée. Il y a eu un autre moment où, d'une certaine manière, elle a eu à subir une association, un compagnonnage avec des gens pas forcément très intéressants, Ravachol, qui est loin d'être un héros pour moi, ou tous ces gens qui se sont réclamés de l'anarchie pour massacrer, pour tuer, pour piller, pour cambrioler. Je ne suis pas bien sûr que ce moment-là, qui a associé les voies de fait à l'anarchie, ait été véritablement un moment anarchiste. Toujours est-il que ça s'est trouvé comme par hasard, il faudrait faire l'historiographie de cette aventure, un moment intégré dans l'histoire de l'anarchie, comme pour mieux déconsidérer l'anarchie en disant « regardez, ce sont des poseurs de bombes et que peut-on attendre d'autres des anarchistes ?» Et on sait, hélas, encore aujourd'hui, que le mot anarchiste est connoté de ce côté-là. Ce sont des poseurs de bombes, ce sont des gens qui tuent, qui massacrent, ce sont des destructeurs et qui n'auraient que la négativité en tête. Et puis il y a eu un dernier moment qui a beaucoup fait de mal aussi à Proudhon ou aux idées proudhoniennes, ça a été un peu mai 68 qui a beaucoup détruit, donc la négativité a fonctionné et c'était pas une mauvaise chose. Simplement, rien n'est arrivé qui puisse relever de la pensée libertaire, mais tout de la pensée libérale. C'est-à-dire qu'on a vu que le général de Gaulle est parti, on ne va pas rentrer dans le détail de cette aventure, mais que Pompidou arrive et qu'assez rapidement, l'un des succès de mai 68, c'est l'arrivée de Giscard au pouvoir. Et l'un des succès de Giscard, c'est d'avoir eu un successeur en Mitterrand qui, en 1983, se convertit à ses idées, sans dire évidemment qu'il s'y convertit. Et on voit bien ce que ça a donné, cette conversion au libéralisme de la gauche depuis 1983. Donc effectivement, il y a des couches et des strates qui empêchent de lire véritablement Proudhon, plus cette couche universitaire, parce que finalement, les universitaires, il faudrait faire une analyse à la Bourdieu pour voir qui ils sont, d'où ils viennent, ce que sont leurs milieux. Mais finalement, Marx était un héritier. Et les universitaires aiment beaucoup l'héritier, avocat, issu d'une famille juive, des villes, lecteur de Hegel, enfin tout ça c'est leur monde, c'est un univers qui permet effectivement de dire on est entre nous, et on voit bien que longtemps l'intelligentsia universitaire a fait de Marx un héros. Et ça continue, chez des gens comme Badiou, chez des gens comme Zizek, ça continue, plus chez d'autres, chez des Rancière ou chez des Balibar, qui sont toujours sur ce terrain marxiste, ou néo-marxiste, ou post-marxiste, mais toujours en relation avec Marx, en oubliant qu'il y a eu Proudhon, simplement parce que les éléments de langage anti-proudhoniens ont été fournis par Marx et les marxistes et les siens, et que ces éléments de langage ont été repris par les universitaires, qui, quand ils ne disent pas antisémites, misogynes, phallocrates, donc écartons,
se mettent à lire, mais à partir de Misère de la philosophie, et uniquement dans la perspective polémique qui aura été organisée par Marx. Donc il faut évidemment lire et relire Proudhon, le commenter, l'actualiser, montrer qu'il n'a cessé d'être d'actualité, montrer aussi que quand il y a eu du proudhonisme, par exemple, chez les Lippe, eh bien, on a détruit cette aventure. Il y a des passages, des moments terribles de Mitterrand contre cette façon d'être de gauche, parce qu'effectivement, il préférait une façon césarienne, et très exactement le contraire de Proudhon. Mais là, d'un seul coup, on n'avait pas une gauche césarienne, mais on avait une gauche mutualiste, coopérative, fédérée, avec des gens compétents qui savaient faire des montres, les produire, les vendre et vivre en vendant leurs montres. Il était bien évident qu'il fallait détruire cet exemple qu'il pouvait y avoir une gauche qui ne soit ni bolchevique, ni marxiste, ni une gauche des barbelés, ni une gauche du goulag, parce que ça faisait mauvais genre de laisser croire effectivement qu'on pouvait être de gauche sans couper des têtes. Je conclurai pour dire que quand Béni Lévy, qui à l'époque était le secrétaire de Sartre, Béni Lévy s'en va faire un tour chez Lippe et qu'il voit ce qui se passe chez Lippe, il se dit d'un seul coup, on n'a pas besoin d'avoir lu Marx, on n'a pas besoin de connaître l'allemand, on n'a pas besoin d'avoir fait l'exégèse de la phénoménologie de l'esprit, on n'a pas besoin de connaître la filiation de Marx, jeunes hegeliens, Stirner, Bruno Bauer, Feuerbach, etc. Et puis, on n'a pas besoin de tout ça pour faire véritablement la révolution. On n'a pas besoin de goulag, on n'a pas besoin de guillotine, on n'a pas besoin de faire couler le sang, on peut juste faire, fabriquer, mutualiser, coopérer, ça marche, et ça marche très bien. Et cet homme dissout la gauche prolétarienne dans la foulée. Et il met en perspective la dissolution de la gauche prolétarienne avec sa visite au Lippe, où effectivement nous avions une expérience véritablement proudhonienne. Et que devient-il ? Eh bien, il se convertit au judaïsme, il devient un talmudiste apprécié dans ces milieux-là, et il estime que la révolution, c'est le messianisme, c'est le judaïsme, et que finalement, le peuple juif est porteur de la révolution, il s'engage sur cette voie-là, c'est-à-dire qu'il se désengage du terrain politique. Ce qui veut dire que, et je conclus, il y a un champ immense qui est ouvert dans cette aventure, et qui doit nous permettre aujourd'hui, quand on est de droite et quand on est de gauche, c'est très à la mode, pouvoir se retrouver sur des textes qu'il nous faut penser. Parce qu'on pourrait reproduire ce que j'avance là sur Proudhon, on pourrait le faire avec Spengler, on pourrait le faire avec Toynbee, on pourrait le faire avec Carl Schmitt, on pourrait le faire avec plein d'autres auteurs. Et je vais profiter de ce moment de quasi-intimité avec vous pour vous annoncer que bientôt je vais lancer une revue. Que cette revue sera l'occasion justement de penser, comment dire les choses, une espèce de souverainisme de la politique, de l'intelligence, des idées, etc. Et qu'il faudra bien que quelques-uns qui sont de bonne volonté, dont vous, cher Thibault, ou vous, cher Alain de Benoît, et ce sera l'occasion de penser à nouveau frais, au-delà des insultes, des cris d'orfraie de tel ou tel, des médias dominants qui estiment que nous referions des alliances rouge-brun ou je ne sais quoi. Mais ça devrait pouvoir être l'occasion de penser le monde tel qu'il est, de repenser le socialisme à la lueur du socialisme français, de voir qu'il y a eu un socialisme proudhonien, de voir que Proudhon est un auteur qu'on a oublié, qu'il serait temps de le commenter à nouveau, de le lire ensemble, de dire ses accords, ses désaccords, mais de faire des propositions politiques qui soient alternatives au libéralisme, bien sûr, et qui ne soient pas pour autant des ressucés aussi bien d'une espèce de nationalisme à la Marine Le Pen ou de nationalisme à la Jean-Luc Mélenchon, des choses mélangées de narcissisme, etc. Il faut retrouver le sens du tribun de la plèbe, et ce sens-là, il me semble qu'on doit pouvoir le trouver à partir de quelques bonnes volontés rassemblées pour penser Proudhon qui attend son heure. Voilà, excusez-moi de ne pas avoir pu être parmi vous, je vais quitter mon siège et aller me recoucher, et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.